8 mois chrono pour frayer un chemin digne de ce nom entre Zignaré et Zitenga. Le projet entre dans le cadre plus global de désenclavement de la région du plateau central. Le premier coup de pioche a été donné ce jour. L'heure est au tamisage du fichier électoral à la CENI. C'est la troisième phase dans le processus de la biométrie. Elle consiste à relever et éliminer d'éventuelles doubles inscriptions. Et puis la caricature, pour répondre à la caricature, l'option du journal égyptien dans la crise de l'islamophobie se veut pacifiste. Elle appelle à la retenue tout en désapprouvant la publication caricaturée du prophète Mahomet. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, donc, le premier coup de pioche est donné et pour les 8 mois à venir, il s'agira de frayer un chemin Zignaré-Zitenga pour le développement de la zone. Le projet entre dans le cadre plus global de désenclavement de la région du plateau central. De terre devrait bientôt sortir une route bitumée de plus de 13 km. Peggy Ouedraogo. Une fois construite puis bitumée, la route départementale 40 qui relie Zitenga à Zignaré va nécessairement contribuer au développement économique de toute la région du plateau central. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le maire de la commune rurale de Zitenga en saluant cet engagement du gouvernement au grand bonheur des populations. Des populations mobilisées autour de l'événement du jour, le lancement officiel des travaux de construction de la route. C'est une route qui va véritablement contribuer au développement donc, de l'aéroport de Doncin et du désenclavement de la commune de Zitenga, mais surtout à l'exportation de la production sylvo-agro-pastorale que nous avons ici. Parce que comme vous le savez, nous avons une grande production maraîchère ici à Zitenga, notamment en matière de tomates. Il faut aussi ajouter que le présent projet est la dernière tranche du projet global destiné à construire et à bitumer l'axe Boutenga-Zignaré-Zitenga. Si les avantages qu'offre la construction de cette route départementale sont nombreuses, les populations, elles, sont mises à contribution en amont et en aval des travaux. Ce que je leur demande simplement, c'est de tout faire pour d'abord ne pas entraver la bonne exécution des travaux et ensuite de dire une fois que les routes sont bitumées, nous avons tous la responsabilité de contribuer à leur entretien. Donc je pense que cela sera entendu et je suis donc vraiment content pour ces populations de pouvoir disposer d'une telle infrastructure. Longue de 13,24 km, la route Zitenga-Zignaré va coûter un peu moins de 5 milliards de francs CFA, entièrement financée par le budget de l'État. Le compte à rebours a désormais commencé puisque la réalisation des travaux est prévue pour durer 8 mois, tandis que le travail de la mission de contrôle, lui, va durer 10 mois. Le budget de l'État gestion 2013 en question, le ministre en charge de ce volet y a consacré un exposé face à la représentation nationale. Lucien Marie-Noël Bembamba a donné des précisions sur les grandes lignes qui ont guidé l'élaboration du projet de loi. Le point est signé de Sylvain Webamba. C'est le cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, qui est retenu comme principal outil de programmation budgétaire au Burkina Faso. Dans un environnement économique international et national marqué par un fléchissement de la croissance, la flambée des prix des produits pétroliers, le renchérissement des denrées alimentaires et la mauvaise pluviométrie, ce cadre triennal glissant vise à dégager des prévisions de ressources globales et à les affecter à la mise en œuvre des grands programmes de développement économique et social. Les priorités que nous avons proposées pour le budget 2013 s'appuie sur les ambitions qui ont été définies, d'abord dans le cadre du programme présidentiel, au niveau de la SCAD, mais aussi en tenant compte de l'environnement international, notamment sous-régional. Elles sont au nombre de 4. La première priorité, c'est ce que nous avons dit, le renforcement de la croissance. Quand pour le programme présidentiel, la SCAD, on met l'accent sur la croissance. Il faut qu'il y ait une croissance forte, une croissance qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse pour les pauvres. La deuxième priorité, c'est la considération des acquis sociaux, la considération de l'éducation, la santé, l'emploi, l'accès à l'eau potable. Troisième prioritaire, c'est la bonne gouvernance et le contre la corruption. Je pense que vous êtes témoin aujourd'hui de l'engagement du gouvernement dans ce domaine-là. Et enfin, la dernière priorité, c'est la défense du territoire national et la sécurité intérieure. Ça, vous comprenez aisément.
voyez le contexte régional, avec ce qui se passe au Mali, les risques que cela pèse, on ne peut pas ne pas anticiper. Les prévisions 2013 du CBMT 2013-2015 prévoient pour les grandes masses du budget de l'État environ 1551 milliards de dépenses contre plus de 1335 milliards de recettes. Pour eux, l'heure de la reconnaissance a sonné. Ils sont 17 Burkinabés, parmi lesquels des parlementaires, et viennent de recevoir des distinctions honorifiques. La raison, ils se sont dévoués pour la cause de la francophonie et du dialogue des cultures. Sur la remise des distinctions, le reportage est signé de Anna Lucie Kéry. Voici les récipiendaires de l'ordre de la Pléiade de la francophonie et du dialogue des cultures. 5 ont été élevés au rang de commandeurs. 10 ont été faits officiers et 2 chevaliers. Ces parlementaires et anciens parlementaires, anciens ministres, directeurs de l'administration parlementaire ou leurs représentants éprouvaient tous des sentiments de reconnaissance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, grand chancelier de l'ordre de la Pléiade et des premiers responsables de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui leur ont permis d'avoir ces distinctions honorifiques. Je voudrais exprimer une satisfaction, non pas à mon égard, mais surtout à l'égard du personnel de l'ensemble de ma direction, qui m'a épaulé dans cette tâche pendant cette législature. Et je suis sûr que c'est grâce au travail du personnel que j'ai pu obtenir cette décoration. Si nous avons été distingués, c'est en rapport avec une fonction, celle de communicant d'une institution. Et ces sentiments, je les partage avec tous les collaborateurs avec qui, depuis plus d'une dizaine d'années, nous essayons plus ou moins de relever les défis qui sont ceux qui se posent à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Les heureux récipiendaires s'engagent à redoubler d'efforts pour mériter ces décorations. C'est en même temps une invite parce que je ne suis pas seule et je n'ai su qu'à mon premier mandat de siège et être décoré au rang de commandeur, c'est un mérite. Et c'est en même temps un encouragement pour moi. Ça constitue un grand jour. Tu m'interpelles par rapport à ce que je fais chaque jour, dans la mesure où j'ai eu la confiance du président de l'Assemblée nationale. Tu as quand même défendu mon dossier et tu me permets aujourd'hui d'être honoré et d'être décoré. Le Premier ministre, qui a tenu à être présent à la cérémonie, en compagnie d'autres membres du gouvernement, a félicité les personnalités distinguées. Je voudrais naturellement adresser toutes mes félicitations aux différentes personnalités qui sont pour la plupart issues du monde parlementaire pour cette distinction. Je crois qu'ils méritent amplement, sans doute pour l'ensemble des actions qu'ils ont menées à travers le Parlement pour renforcer la francophonie à travers le monde. C'est pourquoi le gouvernement tenait à être là pour marquer donc sa solidarité avec toutes ces personnes. Pour joindre l'utile à l'agréable, la cérémonie de décoration a été marquée par la prestation d'artistes musiciens du terroir. On parle à présent des préparatifs des élections couplées municipales et législatives à venir. La CENI est dans la phase de tamisage de la liste issue de l'enrôlement biométrique appelée dédoublonnage. Cette phase permet de mettre à nu toutes les doubles inscriptions qui ont pu se glisser dans le fichier. Étienne Bassenga. Après la majorité, c'est l'opposition burkinabé qui a pris place sur les bancs de la Commission électorale nationale indépendante pour comprendre la troisième phase de l'enrôlement biométrique, le dédoublonnage. Le dédoublonnage est le processus devant permettre de garantir l'unicité de l'individu sur la liste électorale. Explication, démonstration avec des cas précis, PowerPoint à l'appui, Olivier Henri de la Géraldo, structure ayant en charge l'enrôlement biométrique, et les membres de la CENI n'ont ménagé aucun effort pour rassurer les membres de l'opposition. Et à peu près de 1h30 d'échange, le résultat est là. Après tout ce qu'on a vu, vraiment bon, on est persuadé que vraiment il y aura la transparence. Je suis convaincu que les gens ne pourront pas voter 2 fois, tout simplement parce que le système de sélection est basé purement et simplement sur les empreintes digitales. C'est déjà un pas de gain, faire venir et nous expliquer comment les choses sont en train d'être passées. Et ils m'ont convaincu.
Cette démarche de la CENI vise à renforcer la confiance des citoyens burkinabés vis-à-vis de son dispositif et que tous soient comptables du résultat atteint à l'issue du processus. Elle souhaite que ses opposants puissent à leur tour transmettre aux autres couches sociales ce qu'ils ont vu et attendu par rapport au dédoublonnage. Voilà, cela ne date donc pas d'aujourd'hui, voir avant de croire. Et puis on feuillette à présent les pages du volet tourisme de cette édition. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre la Journée mondiale du tourisme et nous rejoignons les acteurs mobilisés depuis hier autour du CITO. Pour cette célébration particulière, les réflexions ont tourné autour de tourisme et énergie renouvelable. Marguerite Douaniou. Pour la célébration de cette journée mondiale du tourisme au Burkina Faso, les responsables du département en charge du tourisme ont voulu cette conférence qui a ouvert le débat ce matin autour du tourisme et l'énergie durable. La problématique des changements climatiques préoccupe tous les secteurs d'activité et celui du tourisme n'est pas en reste. Dans nos pays, effectivement, la question d'énergie, j'allais dire qu'elle est vraiment cruciale. D'ailleurs, pour tout développement, ça part par l'énergie d'abord. C'est extrêmement important. À partir du moment où l'électricité a fait son apparition, on a vu vraiment que les pays ont eu un envol. C'est de d'abord voir comment est-ce que vraiment dans notre pays nous pouvons résoudre cette question-là d'abord. Parce que vous êtes toujours témoin, n'est-ce pas, des nombreux délestages. Et dans certains pays comme le Sénégal, vous voyez vraiment comment toutes les installations de façon générale, depuis la colonisation, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, sont très vétustes. On dit le secteur touristique grand consommateur d'énergie. Et selon les spécialistes, il serait également responsable d'au moins 5% de la pollution atmosphérique. La Journée mondiale du tourisme donne l'occasion aux acteurs burkinabés d'afficher leur ambition pour cette option, surtout que les ressources nécessaires existent au Burkina Faso. Nous avons un potentiel, qu'est le soleil. Et je crois que réellement, si nous avions toutes les coudées franches, ce serait réellement de mettre en avant l'exploitation de cette énergie-là. Donc je crois qu'il y a beaucoup dans nos pays sous-développés, et nous avons des potentiels. Et je crois que notre pays est dans la bonne voie également dans ce sens-là, de pouvoir exploiter vraiment toutes ces sources d'énergie. Et pour l'occasion, la conférence a permis un exposé sur la politique nationale en matière de promotion d'énergie renouvelable. Le ministère des Mines et des Carrières a conduit pas mal de projets en vue de promouvoir les énergies renouvelables. Vous vous souviendrez sans doute des projets d'équipement des centres administratifs, surtout des hôpitaux, un système solaire photovoltaïque et tout récemment le développement des biocarburants à travers des promoteurs privés. Selon les spécialistes, le Burkina Faso a le potentiel pour développer les énergies renouvelables. L'expérience qui se mène depuis quelque temps dans le domaine a fait ses preuves et les opérateurs privés peuvent d'ores et déjà, et s'ils le désirent, opter pour ces sources d'énergie. Promotion du tourisme toujours, chaque édition du CITO offre ses tribunes d'expression. C'est le cas de EducTour qui est le rendez-vous de journalistes et tour opérateurs venus de différents horizons. À cette édition du CITO 2012, les visiteurs ont eu droit à plus d'une visite. Laongo, le pic de Naouri ou la cour royale de Tiébélé, autant de sites qui en valaient le détour. Le point avec Arsène Évariste Kaboré. Les sculptures sur granit de Lango et le musée du Warba de la région du plateau central, l'habitat Gourounsi de Tiébélé, le ranch de gibier de Nazenga dans le centre-sud, voici entre autres les sites qui ont été choisis pour faire la promotion du tourisme à travers EducTour 2012. On invite des tours opérateurs, la presse internationale, la presse nationale à aller découvrir. En fait, on élabore un circuit et on leur fait faire ce circuit-là, en espérant que ça va plaire aussi aux tour opérateurs et ça va retenir l'attention de la presse et qui va relayer. Et c'est surtout ça l'objectif de l'EducTour. Et on espère que ces tours opérateurs vont nous programmer dans leurs plaquettes et ils vont amener des groupes au Burkina. Lango, dans le plateau central, les tours opérateurs et les journalistes ont eu droit à une visite guidée. Genèse de Lango, commentaire sur un certain nombre d'œuvres qui font la fierté du site et une animation digne d'un jour de fête. Le musée du Warba, danse traditionnelle de la région du Ganzourgou, a aussi retenu l'attention des visiteurs. Des instruments de musique et des effets d'habillement des musiciens et danseurs ont été présentés. Dans le centre-est, les tours opérateurs et les journalistes ont été hébergés au centre écotouristique de Bagré. Au deuxième jour, les visiteurs étaient dans la région du centre-sud. Première étape, la cour royale de Tiébélé.
Là, le guide a retracé l'histoire de l'implantation de la famille royale et expliqué la signification des décorations sur les murs. Le Naouri, c'est aussi le ranch de gibier de Nazenga. D'une superficie de 91 300 hectares, ce ranch regorge d'animaux sauvages, mais c'est l'éléphant qui a beaucoup intéressé nos visiteurs. Le Burkina, je ne connaissais pas, j'avais peu d'idées. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne connaissais pas. Mais jusqu'ici, ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. J'ai beaucoup aimé les paysages, tous les paysages qu'on a fait depuis notre départ de Ouaga. On a vu quelques animaux, en particulier des éléphants qui étaient furieux, qui ont voulu nous emporter ou nous envoyer au ciel. Et puis, crocodiles, les babouins et d'autres singes. Normalement, c'était plus difficile, ce qu'on disait, de voir des animaux, des bêtes sauvages. En réalité, on a eu la chance de voir beaucoup d'éléphants. Donc, c'est vrai que l'état des routes en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais quand même, il y a toujours des chances de voir des animaux sauvages. Bon, en plus, les autres sites que nous avons vus, bon, il y a des merveilles parmi lesquelles Tiebélé. Par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part, si ce n'est pas le Burkina ou bien le nord de Ghana. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. La sortie des tours opérateurs et des journalistes s'est achevée avec l'ascension du pic Naouri. Les alpinistes d'un jour ont pu mesurer leur capacité à grimper les 450 mètres du pic. On a vu le tourisme culturel, on a vu le tourisme de chasse. Et moi, personnellement, je ne connaissais pas ce campement. Et je me rends compte qu'on a beaucoup de richesses qu'on ignore nous-mêmes, que la population burkinabé ignore. Et je me rends compte que sans le dire, le gouvernement fait beaucoup de choses. Parce qu'il suffit d'arriver là pour savoir qu'il y a des actions qui sont menées, même si le grand public n'est pas au courant. Il y a eu quand même une mauvaise note dans cette histoire parce qu'on se rend compte à tourner dans le pays qu'il y a beaucoup de potentialités, mais que nous n'avons pas les moyens d'exploiter. Il y a eu quand même une certaine frustration, quoi. EducTour 2012 a aussi été une occasion pour les tours opérateurs et les journalistes de vivre les réalités du thème du CITO 2012. Tourisme et transport au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure desserte? Voilà, autant le dit, donc la question se pose et puis vous le savez peut-être, l'Algérie est le pays invité d'honneur de cette 9e édition du CITO. Cette deuxième journée de la manifestation lui a été particulièrement consacrée. C'est une invite à découvrir ou à mieux connaître cette destination à potentialité, occasion d'échange d'expériences aussi entre ce pays et le nôtre en matière de tourisme et de culture. C'est Sylvestre Da. Le choix d'un pays d'honneur est désormais une tradition pour les salons internationaux du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Pour cette 9e édition, c'est l'Algérie qui est sous les projecteurs. Et le choix de ces pays maghrébins n'est pas fortuit. Vous savez déjà qu'en matière de culture et de tourisme, nous avons un accord de coopération. Un accord de coopération qui existe et qui a un plan d'action à l'intérieur, tant au niveau de la culture qu'au niveau du tourisme. L'Algérie nous a déjà soutenus à travers un certain nombre de bourses pour la formation en matière de tourisme. Nous avons des collègues ici au ministère qui ont été en Algérie, peut-être que vous ne le savez pas toujours, et qui ont appris là-bas. Donc, vous êtes là, nous voulons vraiment nous inspirer, j'allais dire nous nourrir, n'est-ce pas, de votre expérience. Et je crois que ce n'est pas des mots vains. Déjà au plan culturel, il n'y a pas longtemps, nous étions là-bas avec une forte délégation. Et les échos qui nous ont rapportés, mais jusqu'à présent, il y a des familles algériennes qui ont adopté, n'est-ce pas, nos collègues ici. Présent à cette 9e édition du CITO avec un tour opérateur, la délégation algérienne commercialise des circuits, des expéditions et des excursions en Algérie. Le pays possède 1200 km de côtes maritimes, des montagnes, la mer, la neige et 8 sites touristiques reconnus par l'UNESCO. Nous avons la Kesba, nous avons Djemila Sétif, où il y a les ruines romaines, nous avons Gardaya, la vallée du Mzab, nous avon Timgad, les ruines romaines. Ce deuxième jour décrété Journée de l'Algérie a connu une attraction autour du stand algérien. Et comme le tourisme va de pair avec la culture, les visiteurs ont pu participer à la danse maghrébine Boussaga et déguster quelques gâteaux spécialités made in Alger. Nous voulons promouvoir la destination Algérie. Nous voudrons que les Burkinabés viennent chez nous et que les Algériens viennent à Burkina Faso.
Les Algériens se disent agréablement surpris par les potentiels touristiques burkinabés et cette première participation, loin d'être la dernière, permet un partage d'expériences avec le peuple burkinabé et un renforcement du partenariat Burkina Faso-Algérie en matière touristique. À présent, les rideaux sont retombés sur la 3e édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique. 3 jours durant, des thèmes autour de la promotion de la chaîne du transport ont été débattus. Des échanges aussi riches que variés quand on sait que cette édition a vu la participation de 17 pays d'Afrique et d'Europe. Yacouba Goro. Fin de la 3e édition de Translogue Africa, le Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique. Pour cette édition, environ 400 participants, composés d'experts et acteurs de la chaîne du transport et de la logistique, ont eu 72 heures pour partager leurs expériences à travers une série de communications. Ces échanges ont surtout porté sur les préoccupations pressantes du monde de la logistique et des transports, à savoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur du transport. Au terme des travaux, des conclusions suivies d'une douzaine de recommandations ont été prises. Il s'agit entre autres des recommandations relatives au comité de suivi, des recommandations sur les taxes de surcharge portuaires souvent injustifiées et celles sur les taxes appliquées aux marchandises. Cette fois-ci, les recommandations qui ont été prises, on a ciblé les personnes qui doivent les mettre en œuvre. Donc, des organisations africaines ont été mises devant leurs responsabilités pour la mise en œuvre de ces résolutions. Ce qui veut dire que chaque organisation, en repartant chez elle, devrait travailler lors de ses conseils d'administration, lors de ses rencontres, à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, puisque nous aurons l'occasion de faire l'évaluation à la prochaine session, donc au prochain symposium. Et pour le premier responsable du département en charge du transport burkinabé, ces conclusions suivies des recommandations seront examinées avec la plus grande attention. Ce qui va permettre de faire de ce symposium international un outil de management pour la mise en œuvre d'une stratégie en matière de promotion du transport. Les lampions s'éteignent ainsi sur le Translogue Africa 2012 et un autre regard se tourne vers la prochaine édition prévue du 7 au 9 octobre 2014 à Ouagadougou. Vive alors le Symposium 2014 et puis page santé. Cette journée tout entière crie haro sur la rage. C'est une célébration au plan international et le Burkina n'est pas en reste. Chez nous, la célébration se veut une contribution pratique dans la lutte. Des techniciens en santé humaine et animale ont vu leurs connaissances renforcées. Désormais, ils pourront mieux assister nos populations face à la rage. Claudine Bikaba. Plus de 10 millions de personnes seraient exposées à la rage selon l'Organisation mondiale de la santé. Et sur ce chiffre, 35 à 55 000 personnes meurent chaque année de la rage. C'est donc pour remédier à ce problème de santé qu'un atelier de formation a été organisé par le ministère des Ressources animales en faveur des techniciens de la santé humaine et animale à l'occasion de la Journée mondiale de la rage. Pour cet atelier-là, c'est de sensibiliser déjà les agents de santé humaine et santé animale sur l'importance de la maladie, sur la prise en charge de cette maladie, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, de sorte que vraiment ces agents-là puissent être le relais pour sensibiliser une plus grande partie de la population sur l'importance d'une vaccination systématique des animaux pour éviter justement que nous puissions l'attraper à partir des animaux qui sont nos animaux de compagnie. Sur le plan national, une politique de campagne de sensibilisation serait entre autres mise en place pour lutter contre ce fléau. La politique nationale au niveau du ministère des Ressources animales ici, c'est que systématiquement chaque année nous lançons une campagne de vaccination contre la rage. Au niveau de nos autorités, il y a des efforts qui ont été faits parce que le prix du vaccin a été ramené à 1 000 francs pour que ce soit accessible à tous. Parce qu'auparavant, il était de l'ordre de 5 000, 6 000, mais avec la contribution des uns et des autres, il y a des campagnes qui sont régulièrement organisées pour que ce soit accessible. L'ambition des politiques nationales est de prévenir plus que de guérir les personnes atteintes de cette maladie, mais également et surtout arriver à éradiquer ce mal sous nos cieux à l'image des pays développés. Santé toujours, des données mises à jour, le secteur de la santé en a besoin. Pour le cas présent, elle servirait à évaluer le rôle du secteur privé dans le système sanitaire. Cette comparaison intéresse particulièrement la Banque mondiale qui a commandité une étude là-dessus. Nathalie Kaoré pour Le Point.
Depuis sa libéralisation en 1991, le secteur sanitaire privé a connu une forte croissance au Burkina Faso avec 382 établissements sanitaires privés recensés en 2010. Le rapport qui a été élaboré sur le secteur sanitaire privé au Burkina Faso contient des éléments dont la prise en compte permettra à ce secteur de mieux participer à l'offre de soins aux populations. Sur 100 personnes qui vont consulter, il y a au moins 20 qui sont allés dans le secteur privé pour soigner leur maladie. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, les autres éléments que ce rapport examine, c'est la question d'abord de la formation. À ce niveau, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui débute et probablement un domaine qu'il faut renforcer. L'autre élément, c'est la production de médicaments. Là, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est presque inexistant et qu'il faut renforcer. En n'omettant pas la question du financement, la question de fiscalité qui ont été des questions essentielles. Pour les acteurs du secteur sanitaire privé, ce rapport vient à point nommé dans le sens où il permettra de renforcer la collaboration entre le privé et le public. En fait, l'étude de l'initiative Santé en Afrique est venue combler un vide. Dans ce pays, il existe un secteur de soins de santé complémentaire pour que les populations qui ont besoin de l'offre de soins en bénéficient. Et c'est ça qui est très très important parce que nous avons la même vocation, soigner les malades. Il ressort également de ce rapport que près de 20% des établissements sanitaires privés au Burkina fonctionnent sans autorisation. Ces établissements emploient en majorité un personnel issu du secteur public. Aussi, les acteurs de la santé présents à la remise du rapport ont suggéré la nécessité d'assainir le secteur sanitaire privé afin qu'il réponde mieux aux besoins de santé des populations. Question de développement durable, elle est discutée au cours d'une rencontre nationale. À ce rendez-vous, l'enjeu est de mettre à disposition des acteurs de terrain des données fiables et à jour pour guider les actions. L'initiative est portée à bout de bras par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui du PNUD et de l'ambassade du Japon, Sylvestre Da. Ces représentants des différentes couches sociales du Burkina réunis à Ouagadougou se donnent 48 heures pour valider le document sur les critères et indicateurs du développement durable. Le document s'intègre dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et permet d'évaluer les projets et programmes des différentes structures publiques comme privées afin de voir les liens entre les secteurs économiques ainsi que leur influence sur le bien-être des populations. Par exemple, si on demande la part du budget de l'État alloué à l'environnement. Alors vous voyez que le secteur de l'économie est concerné, mais on essaie de voir le lien avec le secteur de l'environnement. On peut demander par exemple la part du tourisme allouée aux collectivités, parce que le social est très capital dans le dispositif. Si un groupe de personnes vit dans l'opulence, à côté effectivement d'une population pauvre et qui ne se soucie pas, il y a difficulté. C'est de là également que découlent les notions de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà un peu quelques exemples et la façon dont nous avons approché les critères et indicateurs au Burkina Faso. L'importance des critères et indicateurs a nécessité l'implication de plusieurs acteurs au sein d'un comité technique de suivi mis en place en 2010 et piloté par le Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Le document, sans être exhaustif, se compose d'une cinquantaine d'indicateurs. C'est un document attendu par le gouvernement, c'est un document attendu par les ONG, c'est un document attendu par tous les partenaires techniques et financiers, puisque ces indicateurs font naturellement interagir l'ensemble de tous les piliers du développement durable, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnement, tout en tenant compte, j'allais dire, de l'aspect culturel local. Mais ceci dit, ces critères qui vont être dégagés d'ici demain ne vont pas remettre en cause les critères sectoriels qu'il y avait au niveau de chaque département. Le processus d'élaboration des critères et indicateurs de développement durable a bénéficié de l'appui du PNUD et de l'ambassade du Japon. Les résultats de la présente rencontre de validation seront transmis au Conseil des ministres pour adoption avant son entrée en vigueur comme document de référence sur l'ensemble du territoire national.
Pour une activité souterraine, elle aspire à la visibilité. Le domaine des mines, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tend à se faire mieux connaître du grand public. L'initiative est de la Chambre des mines du Burkina et à cet effet, une délégation du conseil d'administration mène une tournée des principaux sites miniers de notre pays. Pour cette sortie, c'est la mine de Semafo dans la boucle du Moun qui a été visée. Abdelaziz Yagibou. Aussitôt arrivés sur le site minier de Semafo à Mana dans la boucle du Moun, les administrateurs de la Chambre des mines du Burkina ont eu droit à des exposés PowerPoint à l'appui avant d'entamer leur visite. Question de les briefer sur l'évolution de la mine et des activités qui y sont menées. L'enjeu étant de tirer des leçons pour une meilleure conduite des activités sur chacun des sites miniers du Burkina. Au lieu d'être à Ouaga pour parler des mines et de leurs conditions d'exploitation, il était bon de se déplacer sur les sites et d'échanger d'abord entre nous, acteurs du secteur minier, sur les problèmes que nous rencontrons, voir les solutions que les uns et les autres ont pu trouver, et mutualiser nos efforts et essayer de faire en sorte que le secteur minier au Burkina s'inspire des meilleures pratiques internationales en la matière. Les aspects environnementaux, sanitaires, sécuritaires, financiers, les conditions d'exploitation, les réalisations socio-communautaires ont été dévoilées aux visiteurs à l'occasion. Une visite qui s'est voulue une opportunité pour communiquer sur la contribution des investisseurs à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Ce qui nous a frappé ici, c'est surtout les aspects de stabilité dans la gestion des communautés. Au moins, on se rend compte ici qu'il y a des acquis où ils ne sont pas sujets à des réclamations des journaliers. L'autre aspect, c'est surtout au niveau de sésame, l'agriculture, là où ils ont mis beaucoup l'accent dessus, et aussi sur l'éducation. Le site de Mana est une mine d'or à ciel ouvert inaugurée en 2008 qui emploie de nos jours plus de 1200 personnes. Parmi elles, plus de 680 Burkinabés, dont 225 ressortissants de la zone. Le ministère de la fonction publique, lui aussi, est engagé sur la voie de la communication. Le département ne boude sur aucune occasion de nouer le lien avec les usagers. C'est le choix de la transparence et le ministère n'a pas encore fini d'en dire sur ses activités. Une rencontre vient de se tenir sur la stratégie de communication de la fonction publique et celle Judith Assogba. La rencontre de Kombisiri avait pour objectif de mettre tous ces agents au même niveau d'information. Deux types de communication sont au programme de cet atelier d'une journée, la communication interne et la communication externe. Tous reconnaissent en tout cas qu'au sein du ministère de la fonction publique, des efforts sont faits en termes de communication à l'externe. Maintenant, seulement au niveau de la communication à l'interne, il y a des efforts faits, mais il y a toujours des déficits. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici, ensemble avec les premiers responsables de ce ministère, pour voir quels sont les efforts encore à fournir. L'accent est mis sur le volet interne, car c'est surtout à ce niveau qu'il y a un déficit de communication. Il a été question de plusieurs outils qui ont été développés pour permettre à l'usager quand même d'avoir un certain nombre d'informations. Au passage, je cite le système Alias, qui est le système d'accès aux informations administratives et salariales au bénéfice des fonctionnaires qui leur permet de suivre leur carrière en ligne. Il y a aussi le système Previous qui est donc au bénéfice aussi des fonctionnaires qui voient à travers ce système leurs cotisations pour voir s'ils sont à jour, pour retraités aussi de suivre leurs dossiers de pension et puis aussi l'estimation de la pension en ligne, pour voir quelle pension on toucherait quand on ira à la retraite. Le système de renseignement au concours de la fonction publique via SMS et le répertoire d'adressage des structures publiques ont été présentés et expliqués aux participants. Ils ont aussi eu droit à une présentation des sites web rénovés de la fonction publique et de celui dédié au concours. Prenons la mesure de l'aspect sécuritaire et vraiment il n'y a pas de souci par rapport à la sécurité.